écho de notre frère qui faisait une tournée européenne et nous avons contacté nos frères de l'Allemagne et c'est ça qui a fait que on bénéficie ce soir ou bien aujourd'hui de la présence de notre frère Haïté parmi nous. Que sa présence ici soit interprétée d'une manière très forte parce que on l'écoute souvent sur les réseaux sociaux, on voit le travail qu'il fait et ce travail, il le fait pour nous. Il risque sa vie pour nous. Et sa présence ici, je pense aussi pour nous, ça doit être une présence d'information, mais au-delà de ces informations, c'est une présence de formation. Nous sommes à l'extérieur. Souvent, nous, on reçoit les choses sur les réseaux sociaux, mais on ne va pas en profondeur de ces choses-là, de toutes les informations que nous recevons. Donc, c'est en cela que, franchement, je nous appelle à être attentifs à son écoute pour qu'après, on puisse discuter. Et la grande, ou bien le grand sujet, ça serait comment nous nous orientons par rapport à l'aspect politique et quelles sont les perspectives d'avenir pour notre pays, le Togo. Merci et soyez les bienvenus parmi nous, le frère Haïté Ferdinand. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président Oyuno. Si j'ajoute le mien au tien, ça fait Ferdinand Oyuno. C'est un grand auteur qu'on aime lire. Et donc, je suis très honoré d'être parmi vous. Je remercie tous les membres de la communauté togolaise en Suisse. Ceux qui se sont activés rapidement pour que je puisse arriver ici au pas de charge. Donc je vous remercie tous. Je suis très content d'être avec mes frères et sœurs ici pour échanger sur l'actualité de notre pays, les questions pertinentes. J'ai déjà eu à faire cet exercice à Bremen et à Munich avant d'arriver ici hier. Et donc, je vous remercie pour l'accueil et pour la disponibilité et la diligence que vous avez eu à faire depuis que je suis là. Alors, je vais être très bref pour qu'on puisse vraiment discuter parce que je ne vais pas rentrer dans un système classique ou faire de longs trucs qui vont me perdre vraiment le temps. En premier lieu, je vais essayer de brosser rapidement le processus électoral actuellement en cours au pays et puis peut-être aborder la question des droits de l'homme et quelques questions économiques. Et après, on pourra véritablement échanger à travers des questions. Alors, sur le premier sujet, nous savons tous que le 22 prochain, les Togolais seront appelés à aller aux urnes pour désigner un nouveau président. Où en est le processus actuellement? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et qu'est-ce qui se passe au sein de l'opposition, au niveau du pouvoir? Toutes ces questions ont besoin d'être éclaircies. Alors, pour le processus, rapidement, je peux dire que le processus a commencé depuis un an avec la fameuse révision des listes électorales. Parce que pour aller à une élection, il faut un fichier électoral, il faut un fichier fiable. Donc, une révision électorale que le régime a organisée à sa manière. Et vous savez très bien que déjà aux dernières législatives, la C14, ou ceux qui en étaient restés, avait appelé à ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Elle a tenté après de se rattraper lors des municipales, mais les gens se sont inscrits un peu timidement. Donc aujourd'hui, le problème du fichier se pose à quelques jours des élections. Il se pose aussi le problème de la crédibilité des institutions qui organisent le scrutin électoral, notamment la CENI, qui est totalement au service du régime, parce que sur les 19 membres, je crois, de la CENI, le régime seul en a placé presque 17, ou même actuellement 18, parce qu'au départ, selon les critères du code électoral, l'opposition parlementaire devait fournir 5 membres, le régime 5 membres, 2 membres à l'opposition extra-parlementaire, 3 membres, je crois, d'associations de la société civile. Et la particularité actuellement, c'est que sur les membres qui devaient être attribués à l'opposition parlementaire,
ces gens-là sont du côté du pouvoir parce que depuis les dernières législatives, il n'existe vraiment pas d'opposition parlementaire puisqu'on a une assemblée presque monocolore et ceux qui ont eu les 5 membres de l'opposition parlementaire aujourd'hui, aucun n'est candidat véritablement à cette élection-là. Et vous avez les associations de la société civile qui sont beaucoup plus désignées, qui sont beaucoup plus proches du pouvoir. Et les 2 membres qui avaient de l'opposition dans cette CENI, qui sont un membre de ADI et un membre du CAR, il y a le CAR qui ne va pas aux élections, qui a demandé à son représentant de sortir de la CENI, et lui, il a dit, lui ne sort pas. Et donc, quand il dit qu'il ne sort pas en défiant son parti, on comprend qu'il a déjà choisi peut-être son camp. Et donc, quand vous faites tout ça, vous constaterez qu'en réalité, il ne reste qu'une seule personne pour l'opposition dans cette CENI-là. Donc, la CENI qui est appelée à organiser, superviser les élections. Et le même schéma que je viens de découvrir et de décrire se retrouve aussi au niveau des CELI. Les CELI, ce sont les démembrements préfectoraux de la CENI, avec à leur tête des magistrats. Et au Togo, tout le monde sait dans quel cas les magistrats jouent, surtout qu'ils sont nommés par le président de la République. Ensuite, vous avez la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qu'on a appelée à réformer. Et le pouvoir a fait un simulacre de réforme de la Cour constitutionnelle en reconduisant presque les mêmes personnes, sinon en ajoutant d'autres qui sont de ses propres rangs. Et plusieurs associations de la société civile, dont le Front Togo Debout, a dénoncé l'illégalité de la Cour constitutionnelle parce qu'elle est composée de 9 membres. Mais le pouvoir n'en a installé que 7 parce que juridiquement, ils se sont retrouvés face à un blocage, celui des membres du Sénat, parce que dans la Constitution, il était prévu que le Sénat nomme 2 membres. Or, le Sénat n'est pas encore sur place, et donc ils ont décidé malgré ça de mettre la Cour constitutionnelle incomplète sur place. Et vous savez très bien que cette Cour constitutionnelle, c'est elle qui valide les dossiers de candidature, mais c'est elle aussi qui proclame définitivement les résultats à l'issue de l'élection présidentielle. Alors, sur la question des structures d'organisation des élections, voilà un peu le tableau qui se présente. Maintenant, sur la question de l'observation électorale, on va presque à un scrutin à huis clos. Depuis 2010 ou 2015, je crois, le régime congolais a décidé de financer les élections sur fonds propres. Et cela pour peut-être une raison principale. Il ne veut plus qu'il y ait des observateurs étrangers qui puissent à un moment donné faire des rapports compromettants, des rapports qui sortent les fraudes et tout ça. Et donc, depuis 2015, je ne sais pas où est-ce que le régime trouve quand même l'argent, peut-être que c'est sur nos impôts, tout ça, finance les élections sur fonds propres. Alors, ça permet au régime de refuter ou bien de refuser toute observation à caractère indépendant. Alors là, pour le scrutin qui arrive, donc il n'y aura pas d'observateur de l'Union européenne et il n'y en aura pas de l'ONU. Même la société civile est interdite d'observation. Vous avez certainement lu sur les réseaux sociaux que le ministre Duplessis a refusé au Conseil de justice et paix de l'Église catholique de déployer des observateurs. Et peut-être les seuls observateurs qu'on aura, c'est ceux qui souvent sillonnent l'Afrique. Quand il y a des élections, des observateurs qui sont à la tête des associations alimentaires, CDAO, UMOA, Conseil, je ne sais pas, de l'entente, des gens qui ont déjà le rapport même de leur observation avant la tenue des élections, et dès qu'ils arrivent, ils prennent leurs sous, ils rendent publiques leurs observations et puis ils continuent dans un autre pays. Et donc, voilà comment, sur le plan de la transparence, comment ils s'organisent pour faire les élections. Vous avez entendu aussi le ministre Trimois qui refuse systématiquement une publication des résultats du bureau de vote par bureau de vote. Parce que c'est ça seul qui permet de remonter la traçabilité des PV, vous voyez. Et au-delà de tout, à l'heure actuelle, l'opposition continue de poser les problèmes de la localisation des bureaux de vote. Il doit y en avoir plus de 9500 ou 600 bureaux de vote.
il faut savoir exactement à quel endroit sur l'ensemble du territoire se trouvent tous les bureaux de vote. L'idée, c'est de savoir s'il y aura des bureaux de vote fictifs ou il y aura des bureaux de vote installés dans des maisons des barons ou des chefs ou des villages dans lesquels on bourre les urnes et puis on les remplace par d'autres urnes. Là aussi, la question, le pouvoir se pose systématiquement. Donc, mais sur le plan